Nous sommes le dimanche 28 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Canal 7. Ouvrons cette édition avec l'Afrique centrale, plus précisément le Gabon, où s'est tenue une réunion des ministres de la Santé de la zone CEMAC à Libreville. Les responsables sanitaires veulent mettre en place un système efficace de riposte contre l'épidémie déclenchée en Afrique occidentale et qui menace de gagner l'Afrique centrale. Les précisions avec Ludovic Bitégué. L'émergence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique menace la sécurité de la santé publique régionale et mondiale. Depuis la notification de l'épidémie à l'OMS en mars 2014 par le ministère de la Santé de la République de Guinée, l'OMS et ses partenaires continuent à fournir les conseils et le soutien nécessaire par le déploiement d'équipes d'experts afin de soutenir tous les domaines d'intervention. Partager et avoir un certain nombre d'orientations au sujet de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest depuis quelques mois. Et donc l'objectif c'est d'aider les pays à se préparer, à répondre, pour ceux qui ne sont pas encore en épidémie, à répondre efficacement à cette épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est dans le cadre de l'appui aux pays de la sous-région d'Afrique centrale qu'un atelier sous-régional d'orientation, soutenu techniquement et financièrement par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, CIS à Brazzaville au Congo, tient ses assises à Libreville du 25 au 27 septembre, visant à renforcer les capacités de préparation et réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola aux points focaux pays de l'OMS chargés de la présentation et du contrôle des maladies et les responsables de la prévention. Experts en mobilisation sociale, formation en santé, communication et des cliniciens chargés de la prévention de l'infection. Le système à mettre en place au niveau de nos formations sanitaires et les équipements de protection individuelle pour permettre au personnel de santé qui, comme vous le savez, sont l'une des cibles, des premières cibles à être contaminées. Notons que les travaux ont été ouverts par Madame le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, Madame Denise Megane, assurant l'intérim du ministre de la Santé empêché, et du coordonnateur de l'équipe interpays de l'OMS pour l'Afrique centrale. Hors du continent africain, réunion session extraordinaire ce vendredi, les parlementaires britanniques ont voté une motion présentée par le Premier ministre David Cameron autorisant la Grande-Bretagne à procéder à des frappes aériennes sur les positions du mouvement d'État islamique en Irak. Cet engagement de Londres dans la lutte contre le groupe Daesh a toutefois ses contours bien définis. Uriel Abaga nous en parle. Les députés britanniques ont donné ce vendredi leur approbation au gouvernement dirigé par David Cameron pour effectuer des raids aériens visant l'État islamique en Irak. Au cours de cette session parlementaire organisée dans l'urgence face à l'expansion du groupe terroriste qui épouvante le monde entier, 524 membres de la Chambre des communes ont voté pour la participation de Londres à la coalition militaire internationale, tandis que seulement 43 voix étaient défavorables. Le vote des parlementaires était évident. En effet, le Premier ministre David Cameron s'était déjà assuré le soutien de son opposant travailliste Ed Miliband avant de se présenter à Westminster. 6 chasseurs-bombardiers de la Royal Air Force basés à Chypre vont contribuer au raid de la coalition montée pour combattre l'État islamique. Les opérations menées par le gouvernement de David Cameron se limiteront toutefois à l'Irak et aucun soldat britannique n'interviendra pour les combats au sol qui incombent aux troupes kurdes et irakiennes. La Grande-Bretagne était perplexe au sujet de son implication dans la lutte contre l'État islamique malgré la décapitation il y a 2 semaines de l'humanitaire écossais David Haines. Par ailleurs, un groupe de personnes s'est réuni ce vendredi matin devant le 10 Downing Street, siège de la primature britannique, manifestant contre l'usage des forces aériennes contre Daesh. Parlons cinéma à présent. Au Maroc, le temps d'un film, la ville de Tinguir, blottie dans une majestueuse vallée, s'est replongée dans son passé lorsque juifs et musulmans vivaient ensemble dans un Maroc qui accueillait la plus grosse communauté juive d'Afrique du Nord. Roland Diakou nous en parle. C'est ici à Tinguir au Maroc que le réalisateur marocain Kamel Hakar a projeté son film, replongeant les habitants de la majestueuse vallée dans son passé.
Un passé où les Juifs et les musulmans vivaient ensemble, car dans les années 1950, le Maroc accueillait la plus grosse communauté juive d'Afrique du Nord, soit près de 300 000 citoyens juifs. Mais pour des raisons d'émigration vers la Terre Sainte et les conflits israélo-arabes, on ne compte plus que 5 000 âmes à nos jours. Près de 400 personnes ont assisté à la diffusion inédite de Tingir Jérusalem, les échos du Mela, une œuvre qui parle d'un moment très particulier au fin fond du sud-est marocain et qui, selon son réalisateur, développe des thématiques universelles sur l'exil, la perte de l'autre. Replonger toute une communauté dans son histoire passée a pris 5 bonnes années au réalisateur qui pensait que tous les Marocains étaient musulmans. La première fois où j'ai appris qu'il y avait des Juifs au Maroc, c'est par l'entremise de mon grand-père. Moi, je pensais que tous les Marocains étaient des musulmans et tout d'un coup, ça m'a ouvert l'esprit, moi qui me sentais un peu une étrangeté, à savoir est-ce que je suis français, est-ce que je suis marocain. J'étais une étrangeté. Quand j'ai découvert qu'il y avait aussi cette autre étrangeté qui vivait ici à Tinrir, je me suis identifié à cette étrangeté. 200 personnes, pour la plupart islamistes, avaient manifesté, fustigeant une tentative de normalisation avec Israël lors de la projection de ce documentaire au Festival du cinéma de Tanger, au nord du Maroc. Enfin, une note de sport pour la boucle de cette édition d'information avec le derby qui se prépare dans la Ligue des champions de football européenne dans le groupe F. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone, un match qui s'annonce très palpitant. Les détails avec Willy Tonangoy de Mambéra. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous une nouvelle fois avec l'histoire ce mardi 30 septembre 2014 dans le cadre de la deuxième journée de la phase allée de la Champions League. Le club de la capitale française reçoit le FC Barcelone d'Espagne. Dans le groupe F auquel ils appartiennent, le Barça fait figure de favori, même si le PSG, par rapport aux objectifs que sont fixés les dirigeants qataris, va être très difficile à manœuvrer. L'entrée en liste des Parisiens dans la compétition les a amenés en terre scandinave, où le double champion de France est allé prendre un point face à l'Ajax d'Amsterdam, un résultat qualifié par les dirigeants de contre-performant quand on sait la puissance de feu que constitue l'attaque parisienne. Le Barça a, quant à lui, au cours de sa première sortie face à l'AOPEL Nicosie, a obtenu une victoire dans la douleur de buts à 1, ce qui laisse présager une rencontre indécise, d'autant plus que les Catalans vont évoluer sans leur nouvel attaquant, Luis Suarez, suspendu jusqu'au 25 octobre. PSG-Barça, un casting de rêve. Un rêve surtout pour les Parisiens qui courent toujours après une finale de C1. Un rêve aussi pour le Barça qui veut oublier sa saison cauchemardesque de l'exercice précédent. PSG-Barça, un rêve pour le public de voir un face-à-face Ibra-Messi, et on ne peut pas rêver mieux. Voilà qui met un terme à cette édition du journal télévisé sur Canal 7, votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée dominicale à tous. Au revoir et à très bientôt.